La nuit où les lumières se sont finalement éteintes en Europe ne s'est pas produite avec un seul coup de tonnerre ni une plongée cinématographique dans l'obscurité. Elle est arrivée par étapes, d'abord un tremblement dans les réseaux électriques des pays baltes, puis une panne d'électricité qui s'est propagée vers l'ouest comme le givre sur un pare-brise, éteignant les lampadaires de Varsovie, faisant trembler les néons de Prague, se rétablissant juste assez longtemps pour bercer Paris dans un calme fragile avant d'éteindre la ville lumière dans un soupir rauque. À ce moment-là, le monde avait déjà compris que l'ordre ancien était réduit en cendres. Nul ne pouvait prétendre ne pas avoir été prévenu. La guerre qui a marqué le début du siècle avait commencé dans le froid février 2022, lorsque les blindés russes franchissaient la frontière ukrainienne et que les cartes de tous les réseaux câblés se coloraient de rouge vers l'est. Au début, l'Europe déclarait que les ambitions du Kremlin s'enliseraient. À Bruxelles, on citait les effectifs militaires et les ratios du PIB comme si les statistiques à elles seules constituaient des remparts. À Washington, le président Joe Biden promettait armes et détermination, et pendant 3 longues années, les drones survolaient les champs de blé du Donbass tels des hirondelles mécaniques. Puis 20 janvier 2025, illuminé par les banderoles d'investiture et les voyelles dorées d'un slogan ressuscité d'une précédente période de troubles. Donald J. Trump retourna à la Maison-Blanche sous des bannières bleu ciel brodées d'aigle et la promesse de la paix par la force. Sur la terrasse ouest, il leva la main et déclara que l'Amérique serait la première en toutes choses, y compris le droit de se lasser des guerres lointaines. Son colistier, le vice-président J.D. Vance, se tenait à ses côtés, les yeux plissés sous le soleil hivernal, un sourire enfantin laissant place aux lignes dures de l'ambition. Marco Rubio, fraîchement investi secrétaire d'État, promit une diplomatie d'acier, rapide, transactionnelle, libérée de ce qu'il appelait « les détours sentimentaux du mondialisme ». Il a fallu 6 mois pour que les convois d'armes cessent de gronder vers la mer Noire. La dernière batterie patriote a franchi la frontière polonaise sous un coucher de soleil aussi lourd que du cuivre en fusion, rentrant chez elle sous les applaudissements des usines automobiles de l'Ohio récemment adjugées des contrats de défense. Lors d'une poignée de main télévisée, organisée dans une villa neutre au bord du Danube, Trump a regardé droit dans les caméras et a affirmé avoir mis fin au « conflit européen le plus coûteux depuis Sarajevo ». Les émissaires du Kremlin ont souri avec une patience féline, offrant des concessions commerciales opaques et un cessez-le-feu qui, rétrospectivement, n'était guère plus qu'une pause cigarette pour les équipages de chars. Elon Musk a retransmis ce moment en direct vers les étoiles via une constellation de satellites terrestres bas qui scintillaient encore comme du pollen fantôme dans la stratosphère. Le feu est resté sur son visage suffisamment longtemps pour que 69 millions de téléspectateurs puissent entrevoir une lueur de triomphe. L'homme qui vendait des contrats à terme sur les colonies martiennes applaudissait désormais une affaire qui hypothéquait la Terre. Ce qui suivit fut moins une cascade qu'une érosion. D'abord le Donbass, puis Odessa. Une année se transforma en décennie durant laquelle des traités furent signés à l'encre qui sembla s'évaporer avant même que les caméras ne cessent de filmer. L'Europe se replia derrière ses propres disputes sur les gazoducs et les quotas de réfugiés, et lorsque le silence glacial s'étendit enfin jusqu'aux Pyrénées, l'Union n'était guère plus qu'un logo aplati sur des passeports périmés. Au moment où Vladimir Vladimirovitch Poutine célébrait son 100e anniversaire, l'esprit enfermé dans le crâne en acier céramique d'un cyborg forgé par le Kremlin, dont les capteurs optiques brillaient d'un or impérial, les divisions blindées russes se prélassaient sous la tour Eiffel. Des cuisines de campagne mijotaient près des fontaines brisées de Versailles. 3 explosions nucléaires localisées avaient semé des cratères vitreux dans l'Allemagne rurale et les Pays-Bas, preuve suffisante que même un éclair d'apocalypse limité pouvait intimider une superpuissance à l'autre bout du monde. Le Congrès a adopté des sanctions, le président a tenu un discours sévère, et le monde a réappris jusqu'où la morale pouvait aller avant de s'effondrer. Pourtant, l'histoire est capricieuse, elle a tendance à planter les graines de la révolte dans les terrains les plus hostiles. Sur un plateau sculpté par le vent, au-dessus du Sègre, dans ce qui fut autrefois la Catalogne, se trouve la carcasse fissurée de la centrale hydroélectrique de Santa Lucia. Construite dans l'élan optimiste des années 1950, abandonnée après les privatisations rapides des années 2030, elle avait servi, pendant les années d'occupation, de nidification pour les chauves-souris et de lieu de rumeurs l'histoire de turbines intactes, de vannes qui dormaient à peine, d'un cœur endormi attendant une étincelle. Fernando Casal aperçut le barrage pour la première fois à l'aube, le béton abîmé mais inflexible, son déversoir se cambrant comme la vertèbre d'un ancien léviathan. Il avait 43 ans, était maigre comme un roseau, ingénieur de formation et révolutionnaire malgré lui par nécessité. Avant l'effondrement, il avait dessiné les plans d'un parc éolien pour une start-up du secteur de l'énergie financée par la Banque verte européenne. Il parcourait désormais les petites routes poussiéreuses sur un vélo rouge rouille, une sacoche en toile usée chargée de multimètres et de schémas électriques récupérés dans les archives universitaires avant que les occupants ne les transforment en casernes d'officiers. À ses côtés marchait Louisa Roig,
une biologiste dont les recherches sur les corridors pollinisateurs lui avaient valu des interventions à Davos. Depuis l'invasion, elle avait troqué les conférences pour des randonnées nocturnes, cartographiant des itinéraires sur entre des villages qui troquaient des semences anciennes comme les générations précédentes vendaient des livres de contrebande. Derrière eux, marchait péniblement Arnaud Pasquale, ancien documentariste, aujourd'hui archiviste du silence, trimballant une caméra à manivelle dans l'espoir qu'un jour la vérité exigerait des images. Enfin, Nur Abdulajva, 17 ans, une réfugiée de Kharkiv dont la famille avait disparu lors du second siège, elle portait des plaques d'écorce de cèdre gravées de messages codés destinés à la résistance, le seul support qui échappait au balayage infrarouge des drones. Ils atteignirent la salle des générateurs par une porte à moitié étranglée par les ronces. La poussière volait à la lumière de leurs lanternes, flottant sur les panneaux de commande qui arboraient encore les logos émaillés d'une compagnie d'électricité depuis longtemps liquidée. Fernando essuya un manomètre avec sa manche, regarda l'aiguille tressaillir légèrement et sentit une pression comme des ailes battre dans sa poitrine. L'électricité n'était pas seulement une question d'ampères et de tension, c'était un mouvement impulsé par la mémoire. C'était la promesse que la tombée de la nuit pourrait à nouveau être facultative. La nouvelle se répandit sur les fréquences clandestines de radio à ondes courtes délabrées. Alors que les cerisiers en fleurs tremblaient dans les vergers en ruine de l'Érida, une douzaine de volontaires avaient franchi les postes de contrôle du gouverneur, des faisceaux de fils de cuivre enroulés sous leurs manteaux. Certains étaient d'anciens électriciens syndiqués des chantiers navals de Tarragone, d'autres étaient de jeunes hackers qui écrivaient du code sur des ordinateurs portables récupérés, alimentés par des dynamos de vélo. Tous arrivèrent à Santa Lucia parlant la langue véhiculaire du désespoir. Ils travaillaient sans projecteur, calant leurs étincelles sur les faces de la lune, chantant à voix basse les hymnes de républiques oubliées. Nur peignait des rideaux occultants avec une pâte de charbon de bois et de blanc d'œuf. Arnaud filmait chaque tour de clé, chaque goutte de sueur, sans toutefois révéler où il cachait les bobines. Luisa plantait des jeunes arbres le long du déversoir asséché, estimant que chaque racine enfoncée dans le béton fissuré était une déclaration de propriété. Au palais du gouverneur de Barcelone, un ancien musée d'art désormais drapé de bannières rousses et noires, la rumeur courut que des lumières fleurissaient dans les collines. Le gouverneur, dont le nom de famille s'inspirait des syllabes moscovites et dont le rang dépendait de l'obscurité, convoqua son adjudant. Il exigea des patrouilles, des contrôles d'armes et une émission de rééducation rappelant aux citoyens que l'éclairage était une substance réglementée. Là où la lumière revenait, les questions fleurissaient. Là où les questions fleurissaient, les régimes prenaient peur. Par une nuit de juin, sous la voie lactée brûlante au-dessus de nos têtes, Fernando lança le dernier coup de déferlante. Les turbines, endormies depuis 2 décennies, se réveillèrent en frémissant, crachant de l'eau et des nids d'oiseaux anciens. Un léger bourdonnement parcourut le barrage, descendit dans les tunnels gorgés d'eau, remonta jusqu'aux os de chaque volontaire, jusqu'à s'élever comme un tremblement dans leurs dents. Dans le hameau de Sant-Esteve, 6 km en aval, une unique ampoule de Porsche vacillait puis se stabilisait, projetant une couronne pâle sur les pierres marquées par l'artillerie. Une vieille femme nommée Mercey, qui n'avait pas vu la lumière électrique depuis la semaine où son petit-fils avait été conscrit, toucha sa joue comme si elle allait fondre. De l'autre côté de l'asphalte craquelé de la place, des enfants, qui avaient grandi dans la croyance que la nuit était une loi naturelle, contemplaient avec une stupeur muette l'orbite des papillons de nuit autour de l'ampoule solitaire. L'espoir, comme toute chose lumineuse, est visible de très loin. Les patrouilles satellites ont repéré l'anomalie, tout comme les drones. Le service de renseignement du gouverneur a signalé les coordonnées, convaincu au départ que la lueur marquait une incursion de l'OTAN. Les ordres ont sifflé par des canaux cryptés, isoler, interroger, éteindre. Fernando observa l'onde de leur triomphe se propager dans la vallée et comprit qu'il vivait désormais l'instant subtil et lumineux entre miracle et représailles. Il avait rétabli plus que l'électricité, il avait bouleversé la chorégraphie de la peur. Dans le vrombissement des turbines, il entendit un compte à rebours que ni lui ni personne sous le nouveau drapeau ne pouvait arrêter. Et pourtant, pour ce seul lever de soleil lorsque les lames reflétaient l'eau brosse sur le béton mouillé et que les cheveux de chaque volontaire brillaient comme des filaments, il existait une Europe dans laquelle la résistance n'était pas une rumeur mais une puissance mesurable. Bien avant l'arrivée du premier convoi officiel sur la route de la vallée, les signes de la tempête imminente s'étaient insinués comme de la moisissure au silencieux, envahissant et à l'odeur aigre. Les chevriers rapportaient que le ciel nocturne était désormais hérissé de constellations supplémentaires, de petites perles vibrantes dont les trajectoires convergeaient au-dessus du bassin de Santa Lucia. Luisa, accroupie dans un fourré pour répertorier les espèces de papillons de nuit soudainement attirés par la luminescence renaissante, remarqua que le silence habituel de l'après-minuit était rompu toutes les quelques minutes par le bourdonnement sourd des rotors voltant quelque part au-dessus. Et Nur,
de retour d'un coursier à Belver de Cerdanya, remarqua un nouveau graffiti sur la porte d'une grange, une ampoule grossièrement peinte, brisée en deux par un éclair cramoisi le dernier emblème des occupants pour la sédition par la puissance. Fernando convoqua un cercle d'urgence à l'étage du générateur. L'air sentait le cuivre chaud et la brume fluviale, le vrombissement régulier des turbines rythmait chaque phrase tel un métronome. Arnaud déroula la pellicule qu'il avait tournée la nuit de l'allumage, les doigts tremblants comme si les images elles-mêmes étaient explosives. « S'ils filment ça, murmura-t-il, ils le passeront en boucle comme preuve de sabotage. Je devrais brûler les bobines. » Mais Luisa secoua la tête. L'histoire a besoin d'artefacts. Même si nous perdons, quelqu'un aura besoin un jour de preuve de nos efforts. Les artefacts n'ont aucune importance pour les morts, murmura Nur en glissant ses tablettes d'écorce de cèdre dans une niche creusée derrière un boîtier à fusibles. Son accent de Kharkiv s'accentuait à mesure que la peur la serrait. Si les hommes du gouverneur arrivent avec des lance-flammes, même la rivière brûlera. Fernando les laissa discuter jusqu'à ce que leur voix s'épuise. Alors seulement, il déroula un schéma d'ingénierie sur un établi. Le papier portait le filigrane de la généralité de Catalogne, un artefact d'un régime qui, techniquement, n'existait plus. Avec l'extrémité émoussée d'un pied à coulisse, il traça 3 fines lignes rouges partant du barrage, l'une versant Estève, dont l'ampoule du porche brillait encore comme une bougie votive au crépuscule, l'autre vers à l'os de Balaguer, où les habitants avaient transporté un générateur d'hôpital rouillé sur la place, et la dernière vers un groupe de fermes anonymes qui abritaient des déserteurs du corps auxiliaire d'occupation. Ces nourrices, dit-il d'une voix à peine plus forte que le bourdonnement sous leurs pas, sont la raison pour laquelle nous serons attaqués. C'est aussi la raison pour laquelle nous ne devons pas sombrer. Si nous fermons maintenant, le terrorisme triomphera sans coup férir. Un silence s'installa, dense comme un sédiment. Même les turbines semblaient hésiter, attendant de savoir si leur nouvelle fonction justifiait le danger. Finalement, Arnaud prit la parole. Ensuite, on documente tout. On diffuse avant qu'il ne déforme le récit. Son vieux réflexe, le réflexe du cinéaste de projeter la lumière, littérale et morale, partout où l'obscurité s'amassait, retrouva son équilibre. Mais les occupants possèdent toutes les bandes satellites. Luisa fronça les sourcils. Ils éliminent les transmissions piratées en quelques secondes. Qu'ils essaient. Les yeux d'Arnaud brillaient du zèle autrefois familier des tournées de presse d'avant-guerre. On va changer de fréquence, faire rebondir les signaux à travers les coques Starlink obsolètes de Musk, et même profiter du réseau de propagande du gouverneur. S'il coupe une langue, une douzaine d'autres parleront. Fernando expira. La résolution s'épaissit dans sa poitrine comme une résine à prise rapide, mais il sentit sa fragilité au solide mais susceptible de voler en éclats sous un choc soudain. Très bien, dit-il. Nous défendons le courant et l'histoire du courant. L'un sans l'autre est inutile. Le convoi du gouverneur apparut à l'aube 4 jours plus tard, une colonne sinueuse de véhicules blindés de transport de troupes, VTB, revêtus de plaques de blindage réactives qui scintillaient d'un bleu métallique sous le soleil levant. Au-dessus d'eux, 2 drones de surveillance sifflaient, dont les optiques scintillaient comme des yeux de libellule. La rumeur locale baptisait ces engins sirens, d'après les mythiques oiseaux chanteurs slaves qui attiraient les âmes vers la ruine, leur véritable désignation était le modèle PEC-12, fabriqué dans les usines de Kaluga à partir de rotors chinois et de puces de guidage israéliennes. Au barrage, des volontaires occupaient des postes cartographiés lors d'exercices nocturnes frénétiques. D'anciens électriciens syndiqués s'occupaient de tableaux électriques conçus pour déclencher un arc électrique contre tout intrus assez fou pour forcer un disjoncteur. Des adolescents codeurs étaient penchés sur des cartes Raspberry Pi connectées au réseau de vidéosurveillance du déversoir, prêts à alimenter les intrus en boucle de couloirs vides. Nur était accroupi près d'une chaîne d'écluses en acier, serrant un coupe-boulon réutilisé qui éclipsait sa frêle silhouette. Fernando arpentait la passerelle au-dessus de la salle des turbines, s'imprégnant du calme absurde des ingénieurs du monde entier, la conviction que les choses conçues de main d'homme pouvaient être réparées plus vite qu'elles ne tombaient en panne. Pourtant, lorsque les haut-parleurs du gouverneur crépitaient à travers la vallée, la voix était étrangement cordiale, un baryton cultivé pratiqué aussi bien lors des inaugurations que lors des exécutions. Citoyens exploitant l'installation de Santa Lucia, annonçait-il dans un espagnol ibérique impeccable, exemple de toute consonance russe, vous violez la directive d'occupation numéro 12. Les procédures de fermeture doivent être engagées immédiatement. Tout manquement sera interprété comme un acte d'insurrection. L'expression « procédure de fermeture » glaça Fernando plus que toute menace directe. C'était le langage des bureaucraties qui tue par mes mots. Il activa le haut-parleur du barrage et répondit en catalan,
Sachant qu'un retard de traduction sèmerait la confusion parmi les rangs inférieurs, cette usine est antérieure de près d'un siècle à vos directives. Son eau appartient aux Sègres, son énergie aux habitants de ces vallées. Nous ne nous évanouirons pas. Un silence, aussi bref que la lame d'un couteau à désosser. Puis les occupants ouvrirent le feu non pas aveuglément, mais avec une précision clinique, détruisant les capteurs extérieurs du barrage et pulvérisant 3 jeunes arbres fraîchement plantés qui avaient osé flotter leur verre sur le gris du béton. À l'intérieur, le béton vibrait comme une corde de violoncelle pincée. De la poussière sifflait du mortier du plafond. Les volontaires tressaillirent, certains serrant des crucifix, d'autres murmurant des sourates ou des bribes de poésie anarchiste. Pourtant, les turbines poursuivaient leur mantra propre et rotatif, l'électricité filant le long des artères de cuivre vers les villages déjà habitués à lire après le coucher du soleil. Fernando comprit que les occupants ne se lanceraient pas à l'aveuglette, ils comptaient d'abord sectionner les artères, priver le barrage de toute pertinence, puis traverser sa coquille creuse. Il se précipita vers le contrôle du générateur de secours, où 3 leviers surdimensionnés régularisaient le débit des vannes. S'ils y étaient contraints, ils pourraient noyer la route de la vallée sous un torrent, offrant ainsi du temps de fuite aux villageois, mais aussi anéantissant chaque ampoule que son équipe avait rallumée. C'était l'arithmétique cruelle de la résistance, le même interrupteur qui sauvait des vies pouvait anéantir l'espoir. Tandis qu'il hésitait, Arnaud murmura depuis la cage d'escalier, la caméra calée comme un nouveau-né. Ils ont brouillé notre liaison montante. Je diffuse les images brutes en boucle fermée, mais une fois qu'ils auront pénétré dans la zone, ce sera du pipeau. Alors, sors, dit Fernando. Cache les négatifs dans les latrines de la forêt. Si on tombe, quelqu'un devra les emporter. Et laisser mon objectif immortaliser les cadavres? Non. Le refus d'Arnaud fut calme, inflexible. Le monde n'aime les martyrs qu'une fois enterrés. Je préfère les témoins. La seconde salve des envahisseurs fut une cascade de grenades lacrymogènes qui fusèrent au-dessus du parapet. L'une d'elles toucha la plaque de bronze commémorant l'inauguration du barrage, le métal siffla et se fendit, libérant une vapeur aux odeurs de chlore et de rêves évanouis. Le gaz s'infiltra par les grilles d'aération, enduisant les poumons de gel chimique. Les volontaires arboraient des masques dépareillés aux chirurgicaux, industriels, voire des demi-visages de carnaval, vestiges d'une fête oubliée et pourtant, les yeux toujours humides et la gorge éraflée. Luisa, qui guidait un groupe d'adolescents codeurs vers le tunnel de débordement, s'effondra en plein panneau, la traîna derrière un capot de turbine et lui administra une seringue anticholinergique rudimentaire, murmurant des berceuses de Kharkiv jusqu'à ce que la respiration de la femme se calme. Au-dessus de sa tête, un drone d'occupation mitraillait la passerelle, lançant des fléchettes antipersonnelles qui résonnèrent comme de la grêle contre les balustrades en acier. Des étincelles ricochèrent, illuminant brièvement la silhouette d'Arnaud qui filmait à travers la brume caustique. Lorsque le drone pivota pour un autre passage, son flanc s'inclina trop près d'une bouche d'aération d'un générateur où l'air chaud montait, la poussée thermique confondit ses capteurs avec un battement de cœur fatal. Il percuta un contrefort et explosa, projetant des éclats translucides dans le couloir. Une cale se logea dans l'épaule d'Arnaud, clouant la courroie de l'appareil photo à sa chair. Son halètement était une aspiration cinématographique crue, honnête, réfléchie. Pourtant, il garda le viseur levé, le sang ruisselant le long de son coude, l'objectif fixé sur les volontaires assiégés. Le documentariste documenta même sa propre blessure, une mise en abîme d'angoisse intérieure à son objectif. Dehors, l'avant-garde du gouverneur atteignit la porte de service, 20 soldats, vêtus d'appareils orthopédiques exosquelettiques qui transformaient leur foulée en allure galopante et arachnide. Leurs casques étaient hérissés de moustaches lidar, leurs fusils crachaient des balles subsoniques capables de briser les articulations des genoux sans laisser de traces. Mais ils n'avaient pas pris en compte la topographie de la vallée. Arnaud, toujours en repérage, avait installé des miroirs grand angle le long d'un fossé d'irrigation désaffecté, la lumière du soleil réfléchie ricochait sur les visières des soldats, leur éclat blanc fulgurant les superpositions de réalité augmentée. 3 d'entre eux s'écroulèrent, convulsant sous les grincements de l'arsène, d'autres arrachèrent leurs casques, sacrifiant ainsi les communications. Cela ne fit gagner que quelques secondes aux défenseurs du barrage, mais en contre-attaque, les secondes sont des éternités. Fernando saisit l'occasion. Se précipitant sur le portique, il désactiva les verrouillages automatiques des vannes et fit signe à 2 électriciens d'ouvrir le déversoir numéro 3, mais seulement à moitié. L'eau jaillit en grondant, pas assez pour inonder la vallée, mais suffisamment pour saper la route d'accès du convoi, liquéfiant son accotement en terre battue en une boue qui engloutit le véhicule blindé de transport de troupes de tête jusqu'à sa tourelle. Les occupants se précipitèrent,
jurant à travers le recycleur, tirant des fusées éclairantes qui sifflaient impuissantes sur la pierre mouillée. L'espoir renaît parmi les volontaires, non pas la douce lueur des ampoules du Porsche, mais une extase fulgurante, chargée d'adrénaline. Pendant 40 minutes, les défenseurs tiennent bon. Les munitions se font rares, mais chaque artifice improvisé aux lignes de déclenchement tendues à partir de fils de buzzer, petites bombes transformatrices projetant des arcs électriques à travers les flaques d'eau accroît leur arsenal limité. Même les papillons de nuit se joignent à la mêlée, tourbillonnant en constellations confuses autour des faisceaux de ciblage LED des envahisseurs, occultant la ligne de vue suffisamment longtemps pour que Nur traîne Luisa vers une alcôve plus sûre et qu'un vieil électricien nommé Onofre bricole une décharge de capacité qui grille instantanément les servomoteurs de 2 exosquelettes. Mais l'attrition est une mathématique cruelle. Les occupants se regroupèrent. Ils déployèrent des canons anti-émeute à micro-ondes, calibrés pour brûler les rétines à 200 mètres. Le béton fumait là où des faisceaux invisibles balayaient. Le cœur d'Onofre fibrilla sous l'assaut, il s'effondra sans un bruit, son stimulateur cardiaque s'activant comme un papillon de nuit dans un piège à insectes. Nur poussa un cri, sa douleur s'apparentant à un cri animal étranglé, mais Fernando hurla pour battre en retraite, poussant les volontaires vers le ponceau de la turbine qui creusait un tunnel sous le lit de la rivière jusqu'à une pinède à un demi-kilomètre au nord. Arnaud resta sur le podium, la caméra toujours allumée. Sa perte de sang dessinait des halos noirs au bord de son champ de vision, mais il pivota son objectif vers chaque camarade en fuite, les cadrant non pas comme des déserteurs, mais comme des graines propulsées par le courant ascendant de la crise. Le couloir derrière eux s'épanouissait dans des rouges artériels et des oranges industriels capturés à 24 images par seconde ou une palette d'insurrection. C'est alors que les occupants exécutèrent leur ultime manœuvre. Un tube de mortier jaillit de la crête, son obus traça un arc paresseux avant de s'épanouir au-dessus du déversoir, formant une corolle de poudre d'aluminium et de phosphore blanc. La bombe fulgurante déchira la façade du barrage, arracha les barres d'armature comme des bâtonnets de fromage et rompit les réservoirs d'huile des transformateurs. Les flammes jaillirent, avides comme de nouveaux tyrans, dévorant le cœur même qu'elles prétendaient ne pas devoir battre. Fernando tituba tandis que le rythme parfait des turbines vacillait, les pales fléchissant sous le choc thermique. Un cri harmonique de métal sur métal, angoisse résonna dans chaque poutre. Dans ce cri, il n'entendait pas la défaite, mais l'accouchement, l'arrivée brutale et déchirante de quelque chose d'irrévocablement vivant. Il se précipita vers le panneau de commande, les doigts brûlants sur les boutons en bakélite, et actionna la commande manuelle qui déversa simultanément le dernier courant de réserve sur les 3 lignes d'alimentation. Une onde de choc parcourut les veines de cuivre, une bénédiction sacrificielle destinée à maintenir allumées les ampoules éloignées 1 heure de plus, peut-être 2, assez pour que les villageois aperçoivent les chars à l'horizon et s'enfuient dans les oliveraies. De l'autre côté de la vallée, les lumières des Porsches flamboyaient comme des applaudissements frénétiques, puis s'éteignirent. Pourtant, pendant cette heure, la nuit n'appartenait ni aux occupants ni à la peur. Elle appartenait à chaque enfant qui avait un jour tracé des ombres sur un mur et rêvé d'étoiles d'alliance au-delà. De la fumée s'échappait du barrage lorsque Fernando atteignit l'embouchure du ponceau. Il trébucha dans les bras de Luisa, elle pressa une compresse de gaz contre une blessure causée par un éclat d'obus juste au-dessus de son sourcil. Non loin de là, Nur était accroupi à côté d'Arnaud, dont l'appareil photo gisait brisé, mais dont la main droite serrait toujours la carte mémoire intacte, arrachée de ses entrailles. Son pouls était saccadé, sa respiration rauque, mais ses yeux brillants, fiévreux, Flo scrutait le firmament enfumé comme s'il cadrait déjà une séquence que lui seul pouvait voir. « Nous avons tenu la lumière », souffla-t-il. « Assez longtemps », répondit Fernando, incertain s'il disait la vérité ou s'il s'agissait de morphine. Derrière eux, Santa Lucia grondait tel un léviathan blessé, les engrenages se grippaient, le béton soupirait, l'eau sifflait contre le métal en fusion. Et pourtant, des fantômes électriques erraient encore dans la vallée lointaine, une lampe de Porsche vacillait avec défi, la croix d'un clocher s'allumait brièvement comme si une main invisible avait allumé un briquet en guise de salut. Preuve que le pouvoir, une fois partagé, ne peut être entièrement rappelé, il persiste dans les circuits et dans la mémoire, telle une braise séditieuse. Fernando réalisa que l'histoire n'était plus la sienne. Elle appartenait à chaque villageois qui avait aperçu son propre visage illuminé après des années de crépuscule gris. Elle appartenait aux images d'Arnaud, aux tablettes de cèdre de Nur, aux jeunes arbres de Luisa dont les racines buvaient désormais une eau imprégnée d'huile de transformateur et d'espoir tenace. Et quelque part au palais du gouverneur, un calcul était en cours de révision, brutalité contre croyance, kilowatt contre conscience. Les occupants pouvaient noyer des barrages et écraser des turbines, mais ils ne pouvaient pas désinventer la possibilité de la lumière. Dans l'aube brûlante,
Fernando murmura aux survivants rassemblés autour de lui, l'électricité est le produit dérivé de la différence, du positif au négatif, du potentiel à la résistance. La révolution aussi. Ce qui compte, c'est le circuit que nous construisons entre les deux. Au-dessus d'eux, la lumière du soleil perçait la crête opale, diffuse, impartiale. Une autre forme d'illumination, échappant à toute directive. La fumée du barrage de Santa Lucia, détruit, flottait pendant des jours, formant un panache gris visible sur la moitié de ce qui était autrefois la Catalogne. Les occupants ajoutaient son panache à leur carte quotidienne de la situation et assuraient au gouverneur que l'insurrection électrique était éteinte. Mais les habitants de la vallée interprétaient ces volutes de vapeur différemment. Pour eux, la colonne ressemblait à de l'encens s'élevant d'un brasero sacré, le ciel lui-même annonçant que quelqu'un, quelque part, avait osé craquer une allumette. Tout a commencé par des murmures sur le marché du samedi à Alos de Balaguer, où les agriculteurs vendaient des citrouilles cultivées dans un sol radioactif et où les clients portaient des compteurs Geiger comme leurs aînés portaient leurs sacs à main. Une femme nommée Rosa Oveuve, apicultrice, propriétaire du dernier poste à ondes courtes fonctionnel de la vallée, s'est penchée sur un étal et a dit à sa voisine, « L'électricité, c'est le courage qui voyage. » Elle a raconté qu'une jeune fille de Kharkiv avait prononcé cette phrase en échangeant des tablettes d'écorce de cèdre contre des rayons de miel. En 1 heure, la phrase avait traversé 5 conversations, ne changeant que d'accent. À la tombée de la nuit, elle était inscrite à la craie sur les culées de pont et les portes de grange, chaque gribouillage étant couronné d'une minuscule ampoule dessinée à la main qui ne brillait que dans l'esprit. Quelques jours plus tard, la vallée apprit que les défenseurs du barrage étaient vivants. La troupe de Fernando émergea des pinèdes, à moitié affamée mais intacte, guidée par le sens botanique de Luisa où elle pouvait distinguer l'eau potable de la vase empoisonnée à l'inclinaison d'un seul chardon. Ils trouvèrent refuge provisoire dans un chalet de ski abandonné au-dessus de l'Avançaille Fornol, dont les fenêtres avaient été brisées par l'artillerie des années auparavant, et dont la salle à manger était désormais tapissée d'aiguilles d'épinettes. Là, ils pansèrent leurs plaies, rationnèrent la soupe en poudre et discutèrent de la marche à suivre, tandis qu'une averse de grêle en plein été tambourinait sur le toit en ruine, tel un public impatient réclamant un rappel. Arnaud aurait dû mourir 2 fois au cours de la randonnée, d'abord d'un choc septique lorsque son épaule, déchirée par une fléchette, a noirci, puis lorsqu'un drone de recherche a balayé la limite forestière avec des rayons ultraviolets. Les 2 fois, il a survécu grâce à une volonté cinématographique obstinée. Il se disait qu'un documentaire sans réalisateur n'était qu'un carnage inexpliqué, et il refusait de laisser l'histoire se contenter de taire le carnage. La nuit, il gisait fiévreusement dans une couchette autrefois réservée aux touristes snowboarders, serrant contre lui la carte mémoire contenant 81 minutes d'images brutes du dernier combat du barrage. Souvent, il se réveillait en sursaut en balbutiant des notes de montage, éoliennes en coupe transversale avec des plans de réaction en bulles de Porsche résonance symbolique, comme si l'obscurité était un stagiaire en post-production. Pendant ce temps, Nur gravait de nouveaux messages codés sur de l'écorce de cèdre fraîche, des instructions d'acheminement pour les coureurs, des recettes de pénicilline thermostable, un manifeste d'une phrase en 3 langues, la lumière est un vote qu'aucun tyran ne peut compter. Elle dissimulait ses tablettes dans des poteaux de clôture creux le long des sentiers de chèvres. Les occupants en trouvèrent plus tard et en diffusèrent des photos en ligne comme preuve d'un endoctrinement éco-terroriste. Ils oublièrent que le motif de chaque tablette formait une carte de contour rudimentaire, guidant les réfugiés vers des cols secrets au pied des montagnes. L'étincelle dans les archives. Dans la grande bibliothèque en ruine de Lérida, un lieu qui sentait le moisi, l'isolation brûlée et la mémoire tenace, vivait Johanna Serra, ancienne conservatrice de l'histoire du cinéma ibérique. Les occupants avaient transformé la majeure partie du bâtiment en dépôt de munitions, mais Johanna occupait un vide sanitaire entre des piles affaissées, cataloguant les obus qui n'avaient pas encore éclaté. Elle alimentait un générateur à essence de contrebande chaque nuit suffisamment longtemps pour numériser une bobine de film avant que les vapeurs ne la forcent à s'arrêter. Lorsque les messagers de Fernando lui apportaient une carte mémoire abîmée, elle les accueillait non pas par des poignées de main, mais par des lingettes antiseptiques. La poussière de pellicule nitrate est explosive, et Johanna ne laissait jamais la prudence se transformer en insouciance. Elle a fait passer les images d'Arnaud dans un projecteur bricolé dont l'ampoule était une lampe frontale à LED fixée à une lentille de Fresnel. Les images tremblaient sur un mur taché de suie, la silhouette de Nur se détachait sur les étincelles bleu-blanc des turbines, les jeunes arbres de Luisa déchiquetés par des éclats d'obus, Fernando tirant sur un disjoncteur comme un bourreau médiéval lançant une herse. Johanna a reconnu ce qu'elle voyait, un mythe brut encore dégoulinant de placenta. Dans son cœur d'archiviste, ces images étaient une nouvelle terre espagnole, une nouvelle bataille du Chili, preuve que la rébellion restait lisible. Si les images survivent, la répression n'a pas achevé le travail.
La transmission des fichiers exigeait de la ruse. Les réseaux officiels étaient surveillés, la bande passante civile était réduite à néant. Mais des satellites orbitaient toujours, les nœuds Starlink d'Elon Musk, à moitié démantelés, peu sûrs mais accessibles pour peu que l'on connaisse les protocoles de communication. Quelques années plus tôt, des codeurs ukrainiens avaient introduit des portes dérobées dans ces protocoles en guise de représailles pour la neutralité perçue d'Elon Musk lors des négociations d'armistice. Johanna a trouvé le code sur un vieux miroir Gilab et a tapé des commandes tandis que l'artillerie claquait au-delà des murs de la ville. À 3h17, heure locale, le premier paquet a explosé, traversant l'atmosphère pour se relayer, sautant à travers un maillage archaïque jusqu'à ce qu'il atterrisse sur un serveur du Darknet géré par des étudiants militants de l'université de Montevideo, l'une des dernières enclaves universitaires libres. De là, des fragments se sont dispersés à Toronto, Reykjavik et Taipei. À l'aube, des extraits de la défense du barrage sont apparus dans des groupes de discussion cryptés sous le nom de #Lumina, puis sur des radios pirates, puis étonnamment dans un court extrait de Good Morning Montevideo, présenté comme « image de la chute des ténèbres ». Les censeurs des occupants ont tenté d'étouffer la fuite, mais les sports numériques résistent à l'herbicide. Lorsque les avis de retrait ont traversé l'Atlantique, les miroirs s'étaient multipliés. Un spécialiste des médias de Johannesburg a superposé des sous-titres, un monteur de ligne à la retraite de Manille a composé une chanson folklorique autour du cri des turbines. Dans un sous-sol de Brooklyn, un étudiant en décrochage scolaire a synchronisé les images avec des extraits d'archives de la panne de courant de 2003, sous-titrant le mash-up « Quand le courant revient, les possibilités aussi ». La phrase a été tendance pendant 12 minutes glorieuses sur le seul réseau social que l'autorité d'occupation n'a pas pu infiltrer, TikTok pour les sourds, où les vidéos sont dépourvues de son et contournent ainsi les filtres linguistiques automatisés. Le gouverneur de Catalogne exigea des réponses. Son chef des services de renseignement accusa des agitateurs transhémisphériques financés par des oligarques en exil. Le gouverneur se fichait de savoir qui payait, seul le risque de perturbation des quotas d'exportations agricoles promis l'intéressait. Il ordonna une démonstration de contrôle, 3 villages seraient privés de leurs micro-générateurs et leurs habitants seraient conduits dans des fermes de rééducation. La peur, insista-t-il, devait se propager plus vite que l'information. 2 au Washington DC, l'autre crépuscule. De l'autre côté de l'océan, Washington traversait un crépuscule d'un autre genre. Les rides de tension se creusaient plus profondément dans le visage du président Trump, même son maquillage de scène ne pouvait dissimuler le poids de 78 hivers sur la chair mortelle. Pourtant, derrière son bureau Resolute, il demeurait suffisamment observateur pour invoquer une certitude tonitruante sur des questions qu'il comprenait à moitié. Le vice-président J.D. Vance assumait la plupart des responsabilités intérieures, le secrétaire Rubio défendait des sanctions peu sévères et percutantes. On appelait cela la « retenue de principe ». Le Monde la surnommait « paralysie stratégique ». Par une chaude matinée de juillet, l'équipe de Rubio a glissé un briefing au bureau ovale. Diffusion hydroélectrique catalane non autorisée, possible lien entre écologie et terrorisme. En dessous, une image basse résolution tirée des images d'Arnaud Montaigne courant sur un portique armé d'une pince coupante, des étincelles jaillissant derrière elle comme un halo. La légende disait, des insurgés exploitent des infrastructures civiles. Trump a effleuré le sujet, les lèvres pincées. Il a su reconnaître un drame électrique, un potentiel d'audience. Mais son instinct lui a dit qu'une intervention explicite ébranlerait la façade de non-implication. Au lieu de cela, il a convoqué une conférence de presse improvisée où, sous les portraits de Theodore Roosevelt et d'Andrew Jackson, il a déclaré « J'ai toujours dit que l'Europe devait voler de ses propres ailes ». Voilà à quoi ressemble la résistance, une affaire compliquée, mais croyez-moi, tout ira bien. Des journalistes ont interrogé le Kremlin sur les rumeurs selon lesquelles il prévoyait une grande revue de ses troupes à Paris pour commémorer le 5e anniversaire de la « pacification » de l'Europe. Trump a balayé la situation d'un revers de main. Un petit défilé n'a jamais fait de mal à personne. Vous avez vu notre 4 juillet? Fantastique. Elon Musk, observant la scène depuis un dôme habitat aux couleurs de Tesla, en périphérie de Boca Chica, a tweeté en direct un seul emoji, une ampoule. Les observateurs se sont demandé s'il s'agissait d'un signe d'approbation de la résistance catalane ou d'une annonce pour un nouveau produit de batterie. Les cours des actions ont néanmoins progressé. Mais au Pentagone, des analystes ont discrètement compilé des cartes thermiques satellites de la Catalogne. Intégrées aux pixels, elles ont remarqué de nouveaux amas de luminescence nocturne faibles, irrégulières, mais se propageant indéniablement de hameau en hameau comme une contagion de lumière. Un colonel a averti, remplissez une carte de points lumineux et vous dressez également une liste de cibles. Tôt ou tard,
quelqu'un décidera de relier les points avec des missiles de croisière. Son rapport est mort au cours d'une sous-commission, étouffé par la politique et la confortable tyrannie de la distance. 3. Le circuit des pèlerins. De retour dans les contreforts des Pyrénées, le groupe de Fernando ne pouvait survivre que par l'inspiration. Des éoliennes étaient détruites, leur refuge dans la vallée n'offrait d'autre avenir que des congères. La décision se cristallisa autour d'une carte dessinée à la main, étalée au bar du chalet, des tasses à café indiquaient les avant-postes, des noisettes les points de contrôle, et un bâton de ski cassé servait d'embranchement ferroviaire filant vers l'est, en direction de la Méditerranée. Le plan était fou, voler l'unité de réseau mobile, un micro-réacteur portatif au thorium censé alimenter le palais du gouverneur. Arrivé des mois plus tôt dans le cadre d'un programme de modernisation des infrastructures du Kremlin, il s'agissait d'un tonneau cylindrique rutilant, suffisamment petit pour tenir sur un plateau et suffisamment dense pour éclairer une ville. S'il était capturé intact, il pourrait alimenter un réseau clandestin d'une portée 10 fois supérieure à celle du barrage. Comment détourner un réacteur gardé par des sentinelles équipées d'exosquelettes? Arnaud proposa de détourner l'attention par le spectacle médiatique. S'ils sont occupés à raconter des histoires, ils se dégonflent. Johanna suggéra de mettre en ligne un deepfake du gouverneur avouant son incompétence, programmé pour exploser sur les chaînes d'État lors du discours hebdomadaire du palais. Nur se porta volontaire pour le braquage physique, je peux me déplacer là où les adultes attirent l'attention. Luisa, pragmatique, fit remarquer que personne dans leur groupe ne savait réellement comment transporter ou reconfigurer un cœur de thorium. Puis Ona Vasquez est apparue, un nom jusque-là murmuré dans les cercles de contrebandiers. Ona avait été la plus jeune prodige espagnole du génie nucléaire, recrutée par EDF avant que les réacteurs ne deviennent des appâts pour l'artillerie. Après l'invasion, elle avait disparu dans les montagnes basques. Elle remontait maintenant l'allée du chalet à vélo, vêtue d'un imperméable jaune fluo, tractant une remorque customisée hérissée de compteurs Geiger. Elle s'est présentée avec un sourire et un CV concis, je fais en sorte que les atomes se comportent bien ou mal, selon la personne qui me pose la question. Ona étudia le plan de Fernando, fronçant les sourcils au point de contrôle noisette. Finalement, elle dit, le volet est faisable. Le lancer ailleurs tout aussi faisable. Mais protéger le transport est délicat. Une seule fausse secousse et vous brûlerez la moelle osseuse de tout le monde. Fernando répondit par un soupir, mi-soulagé mi-effrayé. Découvrir que son rêve est possible est une terreur particulière, l'impossible aurait été plus simple. Il demanda ce dont Ona avait besoin. Une ambulance plombée, des amortisseurs à hélium liquide et un défilé. Un défilé? Tout rassemblement de masse dans la zone périphérique de Barcelone. La foule perturbe la reconnaissance faciale. De plus, les fanfares couvrent les clics Geiger. Il se trouve qu'un défilé se profilait au calendrier des occupants, la grande revue parisienne s'étendait, par diffusion simultanée holographique, aux principales capitales régionales, dont Barcelone. Les fanfares ne se matérialiseraient pas, la culture d'occupation privilégiait les orchestres de drones, mais des danseurs civils étaient enrôlés pour la représentation du patrimoine. Ona estimait que, dans ce tourbillon de faste, un convoi déguisé pourrait faire passer le réacteur dans un réseau de tunnels municipaux construits sous Franco, encore non cartographiés par les cartographes du Kremlin. Le groupe se divisa en équipes spéciales, Arnaud pour élaborer les aveux des PFAC, Johanna pour les insérer dans les files d'attente de diffusion, Nur pour repérer la logistique du défilé, Luisa pour assembler un kit médical pour d'éventuelles brûlures dues aux radiations, Fernando et Ona pour concevoir le berceau mécanique. Chaque horloge battait à un rythme accéléré, leur nerf étant branché sur ce métronome invisible qui résonne dans tout plan insurgé, le battement de cœur de l'espoir chassant l'écho du destin. 4 répétitions pour un souvenir. Pour créer le deepfake, Arnaud avait besoin d'échantillons audio immaculés de la voix du gouverneur. Les archives de la police secrète étaient inaccessibles, mais Radio Barcelona Libre, une station clandestine gérée depuis les égouts sous le quartier disparu d'El Raval, disposait de plusieurs heures de discours interceptés. Son animateur, un anarchiste borgne surnommé Safran, a remis un disque dur à Arnaud en échange d'un seul serment, faites-lui dire quelque chose qu'il n'oserait jamais dire. Arnaud et Johanna se sont réunis autour de vieux appareils de montage récupérés à la bibliothèque. Ils ont introduit les échantillons dans un modèle vocal d'IA autrefois conçu pour la narration de livres audio, l'ironie les a ravis. Ils ont ensuite superposé des séquences vidéo, mêlant les sourires répétés du gouverneur à des micro-expressions d'incertitude capturées lors de précédentes réunions d'information sur la chaîne d'approvisionnement. Johanna a insisté pour que le montage final inclue une dilatation pupillaire minutée, la vérité n'est pas dans les mots, elle est dans le réflexe d'une demi-seconde qu'on ne peut pas répéter.
Le clip qui en résulta dura 43 secondes. Le gouverneur faisait face à la caméra, uniforme impeccable, bannière de la victoire derrière lui. Il déclara, dans un catalan crédible, « Notre glorieuse stabilité s'effondre, camarades. Pour chaque ampoule cassée, 2 s'allument dans des recoins cachés. La peur ne nous obéit plus. » Il se demandait si la dernière phrase était trop poétique pour un autocrate. Nur affirmait que les tyrans se laissent aller à la poésie lorsqu'ils sont effrayés, la preuve, disait-elle, provenait de ses souvenirs de Kharkiv assiégée, lorsque les porte-paroles du Kremlin citaient Pouchkine entre 2 frappes de missiles. La phrase est restée. Pendant ce temps, Nur infiltrait le terrain de répétition du défilé, se faisant passer pour une machiniste pour l'orchestre de drones. Ces laissez-passer pour la navette avaient été contrefaits par Johanna à l'aide de blocs typographiques centenaires et de sceaux nouvellement inventés, sculptés dans du savon où l'administration respecte le gaufrage, quelle que soit son origine. Elle compta les factions, chronométra les intervalles de patrouille des drones et localisa le plateau mobile, un module blanc élégant orné d'un atome stylisé estampé en rouge. 2 soldats fumaient à côté, discutant des ordres de transfert vers la Normandie. Leur posture trahissait l'ennui, non la vigilance. L'ennui est le premier allié des voleurs. De retour au chalet, Ona et Fernando démontèrent une télécabine désaffectée, la recouvrant de tuiles de plomb récupérées, fixées à l'époxy, empestant l'amande et le regret. Ils testèrent les amortisseurs du berceau en descente, propulsant la télécabine le long du câble restant jusqu'à ce que les vibrations brouillent la vue. Si elle survivait à la gravité pyrénéenne, les nids de poules en ville seraient banals. Chaque essai attirait des enfants curieux de la vallée, qui croyaient à tort que les rebelles relançaient le tourisme. Arnaud filma leur rire résonnant parmi les chalets détruits, puis murmura dans son micro, « Les enfants du Blackout s'entraînent à la joie comme d'autres s'entraînent au piano, sans fin, avec des filles, attendant un récital qui pourrait bien ne jamais avoir lieu. » 5 symphonies en fission majeure. Le jour du défilé s'élevait sous un ciel mordoré, la poussière du Sahara soulevée par des courants jets anormaux que les climatologues ne pouvaient plus mesurer. La plupart des satellites servaient désormais à l'optique militaire. Les avenues de Barcelone étaient remplies de conscrits en costumes régionaux, chaque ruban étant codé couleur pour correspondre au district sur les cartes d'occupation. Des drones planaient au-dessus de nos têtes, diffusant des simulations orchestrales tonitruantes, tandis que les violons s'élevaient, les basses vrombissaient dans des caissons de basses intégrés aux véhicules blindés de transport de troupes. C'était une grandiloquence au rythme d'une valse, une tyrannie chorégraphiée comme un ballet civique. Le plateau du réacteur roulait derrière un groupe de danseurs folkloriques qui tournoyaient sous les ordres d'une télécommande, chaque pirouette étant minutée avec précision pour que les drones capturent les sourires, et non la fatigue dans les yeux. Nur, déguisé en salopette de machiniste, marchait à côté d'un chariot de générateur, tenant un bloc-notes contenant de fausses mesures de puissance. Un garde jeta un coup d'œil à sa carte d'identité, bâilla et retourna scruter les toits à la recherche de snipers qui n'existaient pas. À 10h07, Johanna a envoyé un signal au point d'insertion de diffusion. Un seul paquet a traversé le nœud Starlink 1728, le nœud défaillant de Musk. À 10h08, tous les écrans holographiques publics, de Barcelone à Bruxelles, ont bugué. Les pixels ont tremblé, puis se sont réassemblés pour former les faux aveux du gouverneur. Le défilé a ralenti tandis que les soldats levaient les yeux, leurs visages penchés comme des tournesols sous un soleil inquiétant. Ona saisit ce battement de cœur confus. Elle fit signe à Fernando par des communications cryptées acheminées par des routeurs alimentés par des vélos dissimulés dans des bouches d'égout. Fernando, au volant de la télécabine déguisée en ambulance aux croix rouges peintes au rouge à lèvres, s'arrêta à côté du plateau sous couvert d'une inspection d'urgence. 2 volontaires se firent passer pour des médecins, prétextant une fuite de radiation provenant du fût de thorium. Les soldats fumants reculèrent, la peur des particules invisibles prime sur l'obéissance. Tandis qu'ils discutaient dans des radios saturées d'électricité statique, Nur déclencha une chorégraphie de drones préprogrammés. Le ciel se remplit de colombes holographiques tourbillonnantes, un final programmé accidentellement 15 minutes plus tôt. Sous ce miracle de papier mâché, le réacteur glissa sur des rails hydrauliques du plateau à la nacelle sans presque aucun frottement. Fernando claqua les portes de l'ambulance, Ona actionna les pinces magnétiques. Puis ils roulèrent non pas à toute vitesse, car la précipitation suscite la suspicion, mais à la vitesse bureaucratiquement précise d'un convoi autorisé, 40 km/h. Derrière eux, le défilé se dispersa. Certains civils applaudirent les aveux du gouverneur, ignorant qu'ils étaient faux, d'autres déployèrent des banderoles et coururent vers les rues adjacentes, sentant instinctivement les plaques tectoniques se déplacer sous la propagande. Lorsque les commandants d'occupation comprirent que le réacteur avait disparu,
ils aboyèrent des ordres qui s'emmêlèrent dans leur propre brume de brouillage des communications ou le cadeau d'adieu de Johanna. La panique se propage plus lentement que la lumière, mais plus vite que la hiérarchie. Malgré tout, ils poursuivirent. 20 motos blindées accélérèrent sur la diagonale, les pilotes d'exosquelettes pointant des lances incapacitantes destinées à neutraliser les systèmes électroniques des véhicules. Ona riposta en évacuant les réserves d'hélium cryogénique de la nacelle par les échappements arrière, une vapeur surgelée se condensa dans l'air, suffisamment pour embuer les capteurs optiques. Les motos dérapèrent, se percutèrent, se ruèrent dans une percussion métallique et des jurons. Pourtant, un motard resta debout, sa visière fissurée mais fonctionnelle. Il s'approcha à 10 mètres et leva sa lance. Fernando freina brusquement, s'engageant dans une zone de travaux. Des cages d'armature se dressaient telles des cages thoraciques rouillées, l'ambulance s'en frappa, laissant tomber rétroviseurs et étincelles disgracieuses. L'exosquelette, plus massif, heurta une poutre saillante, motard et lance roulèrent dans le ciment humide destiné à des immeubles de luxe qui allaient maintenant durcir autour de lui une femme de l'eau moderne, pétrifiée non par le sel, mais par l'orgueil. À l'entrée du tunnel sous Montjuïc, des messagers de la résistance guidèrent l'ambulance le long de rampes en spirale éclairées uniquement par des LED de contrebande. Les portes étaient scellées, et la ventilation plombée laissait échapper un air vicié. Lorsqu'Ona coupa l'alimentation du réacteur pour le mode transport, elle murmura une prière basque habituellement réservée à l'accouchement, Etor d'Adila et à Jaré Bedi Argia, que la lumière vienne et reste. Sid rémanence. La nouvelle du vol s'est répandue encore plus vite que la vidéo originale du barrage. Un réacteur est une monnaie d'échange dans un monde qui mesure la souveraineté en mégawatts. Le Kremlin, pris de court, a accusé l'OTAN de saboter le système. L'OTAN, en panne, a haussé les épaules. Washington a présenté ses condoléances, mais a appelé à des « réponses mesurées ». Elon Musk a de nouveau tweeté l'emoji de l'ampoule, cette fois suivi d'un clin d'œil, l'action Tesla a oscillé comme un sismographe. À Paris, le cyborg Poutine a reporté son défilé victorieux, invoquant des « réalignements énergétiques imprévus ». La rumeur courait que ces capteurs d'optique synthétique vacillaient à chaque mention de la Catalogne, comme si une tension fantôme parcourait des fils censés imiter les nerfs. Des collaborateurs européens murmuraient que le président immortel craignait une chose plus que l'assassinat, l'insignifiance. Les empires tolèrent l'insurrection, ils ne supportent pas d'être éclipsés par elle. Au plus profond de Montjuïc, on a acheminé les premiers filets d'énergie du thorium à travers des convertisseurs récupérés. Les anciennes lignes de métro s'allumaient section par section en clignotaient, se stabilisaient. Des mosaïques en trompe-l'œil sur les murs des stations, invisibles depuis une décennie, brillaient telles des cathédrales enfouies. Fernando regardait des adolescents patiner sur le carrelage poli des quais, leur rire ricochant avant le retour des néons. Il réalisa qu'ils répétaient la liberté comme des chanteurs répètent leur respiration entre deux couplets. Pourtant, chaque lumen attirait des prédateurs. Les services de renseignement des occupants traçaient les signatures d'hélium, cartographiaient les sorties d'égouts et déployaient des drones renifleurs. La durée de vie du nouveau réseau pourrait être de quelques semaines, voire de quelques jours. Le groupe comprenait qu'il ne louait que l'aube. Mais il avait aussi compris la leçon de Santa Lucia, même une brillance éphémère grave des images rémanentes sur les rétines et dans la mémoire. Détruisez le circuit et vous ne pourrez toujours pas désapprendre l'idée que l'obscurité est facultative. Fernando rédigea un manifeste pour accompagner le déplacement éventuel du réacteur, car rien dans cette guerre ne restait en place. Il écrivit : « Nous sommes les gardiens de la différence, les ingénieurs du fossé entre ce qui est et ce qui pourrait être. L'électricité comble ce fossé comme une prière d'électrons. Chaque pont invite à la traverser. Alors, traversez. » Arnaud, le bras en écharpe, filmait l'écriture à la lueur des bougies, zoomant sur les traits d'encre comme s'ils étaient des fils de mèche pour dynamite. Plus tard, il installa un studio de fortune dans une billetterie abandonnée, interviewant les nouveaux usagers du métro ressuscité. Un homme âgé déclara, les larmes au reflet des néons sur ses joues, « J'ai acheté cette radio de poche en 1984. Ce soir, j'ai réécouté de la musique. Si la mort survient demain, elle me trouvera avec une chanson à l'oreille. » NUR coordonnait les itinéraires de messagerie alimentant les réacteurs en énergie jusqu'aux cliniques de rue, aux imprimeries et aux nœuds Internet. Elle gravait de nouvelles tablettes de cèdre codant des instructions d'équilibrage de charge, un programme de guérilla sur la photosynthèse et l'ampérage. Pour chaque tablette confisquée, 2 répliques apparaissaient ailleurs, les programmeurs l'appelaient le protocole Cédru. À la surface, les patrouilles d'occupation trouvèrent de la lumière s'infiltrer par les fissures du trottoir, illuminant les plaques d'égout d'en bas comme des rampes de sel.
Un lieutenant, paniqué, contacta le QG par radio, la ville brille de l'intérieur. Son supérieur ricana, mais une part de lui frissonna, car la tyrannie, comme la moisissure, prospère dans l'obscurité humide. Introduisez la lumière du jour et les spores se dissipent. Du haut d'une crête surplombant la ville, Luisa se tenait à côté de jeunes arbres transplantés du déversoir carbonisé de Santa Lucia. Ils avaient survécu au choc, aux résidus radiologiques et à 4 jours de traînée en montagne. Leurs feuilles se déployaient maintenant sous la lueur du sodium qui colorait les nuages. Elle toucha une tige fragile, sentit la sève pulser. « Je croyais que les racines signifiaient rester en place », dit-elle à Fernando. Il s'avère que les racines peuvent migrer si la promesse de lumière est suffisamment forte. Fernando ne répondit pas par des mots, mais par le léger clic d'un disjoncteur dans sa poche, le même qu'il avait déclenché au barrage. Il le portait comme une relique, un rappel que pour s'allumer, il faut parfois oser d'abord éteindre la vie qu'on connaissait. Tout en bas, Barcelone scintillait une aurore boréale, la plus brève et la plus audacieuse, d'une puissance retrouvée. Qu'elle dure un mois ou une nuit importait moins que le message diffusé par chaque photon. Ton ombre prouve qu'une lumière existe. La décision de neutraliser le réseau clandestin de Barcelone ne trouve pas son origine au palais du gouverneur. Elle prend naissance dans une salle de situation voûtée sous le Louvre, autrefois le musée le plus visité au monde, aujourd'hui divisé en une forteresse de couloirs en bronze poli, éclairée par des LED froides et constantes. Là, le cyborg Poutine s'entretint avec son triumvirat de généraux algorithmiques, des moteurs de décision y allogés dans des racks refroidis au saphir, chacun entraîné par des siècles de répression impériale. Ils analysèrent la puissance de Barcelone par rapport à des matrices de menaces réelles et produisirent un verdict d'une seule ligne en cyrillique, neutralisé avec une dépense énergétique minimale. L'algorithme a choisi le projet Eclipse, une ogive cinétique orbitale conçue pour la première fois lors du deuxième pacte sino-russe, une tige de tungstène de la longueur d'un autobus, logée dans une capsule désorbitée capable de frapper à Mach 10 sans laisser de radiation ni d'infrastructure récupérable. Un seul coup porté aux coordonnées approximatives de Montjuïc et le réacteur naissant serait vaporisé, les tunnels s'effondreraient, le mythe des insurgés réduit en poussière. Pourtant, même les autocraties favorisent la dissidence en leur sein. Kirill Sazonov, un jeune stratège en données, examinant le graphique des risques collatéraux d'Eclipse, remarqua que le rayon de l'explosion croisait la Sagrada Familia ou la basilique que Gaudí n'a jamais achevée, aujourd'hui une église caserne où les soldats conscrits s'agenouillaient devant des icônes repeintes à l'image de Saint Vladimir. Kirill était originaire d'Iroutsk, peu amateur de culture catalane, mais il aimait la fidélité des données. Il souleva une objection, détruire un symbole d'orthodoxie sanctionné pourrait briser le moral. Son superviseur effaça la notation, les algorithmes n'apprécient pas les notes de bas de page. Eclipse garda le feu vert. Un Aurora Underground. Dans les tunnels, le réacteur au thorium donna ronronner à 50% de sa capacité, alimentant une toile d'araignée de cuivre récupérée dans des centraux téléphoniques éventrés. Le scintillement des néons avait cédé la place à une lueur constante, les rames de métro, tirées depuis les voies de garage, transportaient désormais les passagers le long d'une unique boucle ressuscitée. Les enfants collaient leur nez aux vitres maculées de suie, s'émerveillant devant les publicités fluorescentes repeintes par des graffeurs, L accent grave ou U accent grave, il Y a du courant, il Y a du courant. Chaque arrêt faisait office d'infirmerie, de salle de classe, de station de radio. Fernando redoutait l'optimisme. Les systèmes, il le savait, échouent à leur apogée, l'entropie attend les applaudissements. Il a fait tourner les équipes de maintenance, formé des adolescents à l'étalonnage des bobines de chant, répéter des exercices d'évacuation qui se terminaient par des rires nerveux, car répéter une catastrophe paraît absurde quand le monde s'illumine soudainement. Lui seul a entendu le micro-sifflement d'un roulement mal aligné, preuve que les amortisseurs improvisés patinaient. Une surcharge du rotor pourrait faire fondre tout le berceau. Tout en peaufinant les réglages de couple, Arnaud assembla des images brutes pour en faire un documentaire de 30 minutes intitulé « Lightfall Rising ». Sa voix off rauque, la blessure à l'épaule encore en voie de guérison raconta le dernier combat du barrage, la naissance du tunnel, le battement de cœur du réacteur volé. Il termina sur un plan d'une jeune fille attachant un ruban de fil incandescent autour d'un jeune arbre tandis que les lumières du métro clignotaient derrière elle. Sur l'image, il murmura « Nous sommes ceux que nous illuminons ». Johanna encoda le film en une douzaine de niveaux de débit binaire, prêt à être introduit clandestinement par n'importe quelle faille de bande passante dans le pare-feu de l'occupation. Nur étendit le protocole Cédru, gravant sur des tablettes de cèdre bien plus que des données de routage, elles contenaient désormais de courts extraits du Coran, de Lorca, d'Orwell ou autant de textes interdits, chaque ligne servant de détonateur.
Elle envoya des coursiers adolescents sur des skateboards reconditionnés avec des roulements de train magnétiques, ils jaillirent des cages de métro, disparurent dans les ruelles, réapparurent à des kilomètres de là, aux égouts. Des drones les poursuivirent, mais les radars les perdirent au milieu des fantômes de chaleur et des bouches d'aération des tunnels. Les jeunes arbres de Luisa, nourris par des lignes de goutte à goutte alimentées par le condensat réchauffé par le réacteur, déployaient des feuilles cireuses sous des lampes de culture improvisées. Leurs racines s'enfonçaient dans les fissures entre le basalte et le béton, ouvrant les joints creusés par les ingénieurs de Franco. La vie, songea-t-elle, est le levier le plus patient. De l'écho à Washington. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique était occupée par le sommet des États-Unis sur l'énergie, un gala télévisé au cours duquel le président Trump entendait dévoiler la plus grande initiative hydrogène que le monde ait jamais connue. Le vice-président Vance a géré les querelles au Congrès, le secrétaire Rubio a peaufiné un addendum aux sanctions visant les exportations illégales de minéraux russes, et Elon Musk a promis un redémarrage de Starlink qui couvrirait l'Amérique rurale d'une bande passante libre. Pourtant, l'éclat de Barcelone s'est infiltré dans l'actualité. Des images souterraines en basse résolution sont apparues sur des flux pirates, puis ont fleuri dans les clips B des talk shows câblés. Une sous-commission du Sénat a exigé une réunion d'information sur les anomalies radiologiques catalanes. Le colonel du Pentagone qui avait cartographié l'amas de luminescence s'est alors adressé à un auditoire de législateurs bâillant, chaque point de lumière non autorisé est un micro-référendum contre l'occupation. La plupart des sénateurs ont parcouru les courriels des donateurs, mais un assistant a tweeté en direct le mot-clé #Republic of Light, en quelques heures, il est passé juste après les ragots sur les divorces des célébrités. Trump a convoqué Rubio. Il vole des jouets nucléaires russes. Y a-t-il un avantage pour nous ? Rubio a suggéré une assistance secrète non létale au routeur maillé, biocapteur de quoi saigner Moscou sans impliquer les marines. Vance, pragmatique, s'inquiétait des flux de réfugiés si Barcelone devenait le prochain Fallujah. Musk, appelant depuis Boca Chica, a proposé son dépôt orbital de satellites inactifs, donnez-moi une allocation de puissance et je leur transmettrai un réseau non filtré jusqu'à ce qu'ils renversent quelqu'un. Trump a souri à une audience en or. Mais la bureaucratie est pesante. Au moment où le Conseil de sécurité nationale rédigeait une directive interagence intitulée « Opération Nightlight », Eclipse était déjà en train de quitter son orbite basse. 3. La comète de tungstène. À 2h14, heure locale, Kirill Sazonov, au mépris du protocole, envoya un message chiffré à une adresse autant obsolète, ligne de tungstène en direction de Montjuïc, est à 6 minutes. Sauvegarder les archives. Le message ricocha à travers les relais morts, pour finalement atteindre un radioamateur espagnol de Teruel qui le prit pour du spam. Il le transmit néanmoins à un ami dont le cousin avait fréquenté un ingénieur nommé Fernando. Ce dernier, soignant son insomnie à l'infirmerie improvisée du métro, remit le fragment de message morse à Nur. 6 minutes, c'est une éternité si on les passe à hurler dans les tunnels. Nur sprintait sur la voie en direction et, les poumons en feu, dispersant les passagers en criant « Alerte ». Des volontaires actionnaient les disjoncteurs d'urgence, plongeant des segments dans l'obscurité pour guider la foule vers les galeries plus profondes. Ona actionnait les boucles de refroidissement en recirculation maximale ou inutile de sauver le cœur si les personnes qu'il pouvait servir étaient des cendres. Luisa chargeait les jeunes arbres sur des palettes à roulettes. Fernando se précipita vers l'alcôve de contrôle, prêt à larguer les barres de contrôle du réacteur, au risque de provoquer un arrêt irréversible. Dans l'immense salle d'échange qu'ils appelaient la cupula, Arnaud installa son trépied, la caméra déjà en marche. Johanna l'attrapa par le coude, « Cours !» L'histoire ne se réécrit pas toute seule, répondit-il en stabilisant l'objectif sur la voûte. Elle jura, mais resta immobile où une archiviste refuse d'abandonner le contexte. En surface, Barcelone dormait sous une brume jaunâtre. Puis le ciel s'ouvrit où une entaille silencieuse, incandescente, s'élargissant en une lance pointée droit sur Montjuïc. L'espace d'une fraction de seconde, la ville s'illumina comme si midi avait explosé à minuit. Les camionnettes garées dans les rues tranquilles projetaient des ombres quadruples, des pigeons jaillissaient des clochers en ruine. La tige de tungstène transperça l'atmosphère, les couches de mémoire sédimentaire, la couronne rocheuse de la colline, jusqu'au tunnel. La pression devint plasma. Le son se fit attendre à un roulement d'artillerie amplifié jusqu'à l'orgue. Des ondes de choc projetèrent les wagons de métro comme des jouets, fissurèrent des nervures de basalte, effondrèrent 60 mètres de toiture. La poussière gronda, l'air s'échappa, les lumières s'éteignirent. Puis, étonnamment, d'autres lumières se sont rallumées.
Les circuits de secours, ceux que Fernando avait surconçus, des redondances imbriquées dans des redondances ont détecté une chute de tension et ont basculé sur des batteries cannibalisées provenant de Tesla abandonnées. Les bandes LED ont disparu, mais sont restées. Sous terre, les survivants se sont réveillés dans une obscurité meurtrie, éclairés par des bandes lumineuses rouges, et ont pensé, la nuit a encore essayé. Nous sommes toujours là. Fernando, coincé sous un conduit, réalisa que les amortisseurs du berceau du réacteur avaient à moitié fonctionné, le cœur était resté intact, mais la ventilation avait disparu. La température du liquide de refroidissement grimpait. Ona rampa jusqu'à lui, le visage maculé de sang et de poussière de graphite. Il nous reste peut-être 20 minutes avant l'emballement thermique. L'appareil photo d'Arnaud était couché sur le côté, l'objectif fissuré mais le capteur clignotant. Il se traîna jusqu'à lui, cherchant du doigt le bouton d'enregistrement, murmurant « Continue, continue », comme un mantra qui l'empêchait de lâcher prise. Johanna s'agenouilla, prit le micro et décrivit calmement la dévastation environnante, comme si elle faisait une visite audio d'un musée. 4. Le circuit doit circuler. La chaleur scintillait, l'air avait un goût de pièces de monnaie en cuivre et d'amandes brûlées. Fernando calcula les options, évacuer la vapeur par des fissures creusées et espérer que des fissures mènent à la surface, ou débrancher à nouveau les barres de contrôle pour faire exploser le cœur, sacrifiant à jamais leur rêve de puissance. Entre la catastrophe et l'effacement, le choix se présentait. Nur, les tympans bourdonnants, remarqua que les jeunes arbres qu'elle avait aidé à déplacer quelques secondes plus tôt gisaient maintenant sous les décombres, leurs feuilles grésillant sous la chaleur. Elle se souvint du conservatoire botanique de Kharkiv, comment le verre avait fondu et qu'un seul bonsaï d'acacia avait survécu parce que la guerre avait oublié de regarder à l'intérieur de la serre. Elle repoussa les débris, libérant les racines. « Tu nous as enracinés ici, murmura-t-elle, je t'enracinerai. » Luisa, crachant du sang, tendit à Nur un tuyau d'arrosage fissuré. « Arrosez-les, » croassa-t-elle, délirante. « Ils boiront du chagrin. » Nur attacha plutôt le tuyau à un collecteur d'eau glacée rompu, redirigeant le précieux liquide de refroidissement vers les roues à palettes des jeunes arbres, refroidissant les essieux qui risquaient autrement de fusionner. « Les plantes peuvent attendre, » dit-elle en poussant le chariot improvisé vers l'alcôve du réacteur. Ona vit le geste et écarquilla les yeux. Elle enclencha un collier de serrage autour de la conduite, canalisant le trop-plein de liquide de refroidissement par l'orifice d'aération le plus chaud du berceau. De la vapeur jaillit, mais les indicateurs de température chutèrent de 10 degrés cruciaux. L'arboriculture improvisée devint une solution d'ingénierie. Fernando rit à un aboiement rauque au goût de poussière puis ordonna à tous les volontaires restants de fouiller les conduits métalliques, les seaux de bout du tunnel, tout ce qui pouvait servir de dissipateur thermique. Ils formaient une brigade de seaux d'entropie, transportant une boue qui sifflait lorsqu'elle était versée sur des enveloppes radiantes. Dans la pénombre, les éclaboussures ressemblaient à une calligraphie sur un parchemin nucléaire. Arnaud capturait des silhouettes se passant des seaux de main en main, la fumée tourbillonnant en anneaux halotés. Les critiques ultérieures qualifieraient ce plan unique de plus grand de l'histoire du documentaire. Le temps s'est déformé, 20 minutes se sont réduites à 15, puis étirées à 18. Les écrans se sont stabilisés en jaune, puis sont passés au vert. Ona s'est effondré, riant comme un scientifique confronté à une absurdité bienveillante, sauvé par la boue et la sève. Le soulagement fit place au silence. Puis des acclamations lointaines résonnèrent dans les couloirs intacts, les survivants réalisant que le monde n'avait pas pris fin, mais seulement changé d'axe. Quelqu'un entonna un ancien chant de mineur à un humour noir sur les morceaux de charbon et les poumons de cendre. Les voix se joignirent, syncopées contre les écoulements et les crépitements. Fernando vérifia l'intégrité structurelle. Le tunnel au-delà de la cupula était détruit, mais les lignes d'alimentation et Nord véhiculaient encore le courant. Il murmura, le circuit tient. Des larmes creusèrent des stries dans la crasse. 5 et diffusion au-delà de l'oubli. Il ne pouvait pas rester, réplique, inspecteur de radiation, escouade de guerre chimique allait arriver. Mais avant d'abandonner le réacteur, Fernando insista sur une chose, transmettre. Le film, Lightfall Rising, d'Arnaud, à moitié monté, et des images fraîchement enregistrées formaient un épilogue brutal, la frappe, la brigade des seaux, les jeunes arbres fumant sous la lumière du réacteur. Johanna compressa le fichier et le répartit sur 20 clés USB. Musk, réveillé à 3 heures du matin par des anomalies du capteur Starlink, a découvert que sa console était commandée par un code inconnu, la poignée de main de Johanna, réutilisée lors de leur premier téléchargement. Au lieu de bloquer, il a observé. Le flux, irrégulier et saccadé,
encadraient des visages maculés de suie sous des LED d'urgence rouges, une jeune femme arrosant des feuilles avec du liquide de refroidissement, un caméraman blessé insistant pour « continuer à tourner ». Musk a saisi une commande de contournement au niveau racine qui a décuplé leur bande passante, puis a tweeté un emoji fusé avec le hashtag #catalancore. En 5 minutes, 9 millions de téléphones ont sonné. À Kiev, les réfugiés entassés dans les bunkers du métro ont applaudi une sorte d'empathie pour les tunnels. À Varsovie, des faisceaux radio illégaux sur les toits ont rediffusé le fichier sur des panneaux d'affichage vierges, chaque image vacillant sur les avenues mouillées par la pluie. À Paris, où le défilé de la victoire avait été une fois de plus reporté, des pirates informatiques ont projeté les images sur la pierre de l'Arc de Triomphe. Les soldats, sommés de les effacer, ont baissé leurs fusils, certains murmurant « Nous sommes ceux que nous illuminons ». La salle de crise de Washington a explosé d'arguments, Rubio a qualifié Eclipse de « crime de guerre qui s'est retourné contre lui », Vance a marmonné à propos des couloirs humanitaires, Trump s'est demandé à voix haute si l'octroi des droits d'exploitation du documentaire pourrait compenser les futures cotisations de l'OTAN. Le colonel du Pentagone, sans y être invité, a publié ses cartes de luminescence à la presse, les rédacteurs des gros titres ont baptisé ces points qui se propageaient, la résistance radieuse. Le cyborg Poutine a rencontré un problème, les capteurs optiques se sont réinitialisés, la modulation vocale a bégayé. Les algorithmes ont recalculé, découvrant que chaque lumière coupée n'en galvanisait que 10 autres. Les modèles quantitatifs prévoyaient une « rébellion intenable » d'ici 17 mois, à moins que les effectifs des troupes d'occupation ne triplent impossible sans effondrer la logistique sibérienne. Le triumvirat des généraux algorithmiques a signalé une « escalade de la complexité du projet ». En termes plus simples, une surcharge de l'Empire. Sire et exode vers l'aube. À Barcelone, le groupe de Fernando chargea les survivants, les jeunes arbres et ceux qui restaient du noyau de thorium sur des chariots à plateau. Les voies à l'ouest furent détruites, ils se dirigèrent vers le sud-est, en direction de puits de maintenance désaffectés, dont la rumeur disait qu'ils seraient reliés aux égouts pluviaux côtiers. Les nuits à venir seraient passées dans une odeur iodée, dans des tunnels éclairés par des batteries de voitures, sous un ciel à l'affût de nouvelles lances de tungstène. Mais le départ ressemblait moins à une retraite qu'à une pollinisation. Avant de sceller la cupula, Nur martela une tablette de cèdre dans une poutre de soutènement encore existante. Cette fois, elle ne gravait aucun code, seulement 4 mots en catalan, ukrainien, arabe et anglais, que la lumière soit, toujours. La résine de sève la préservera pendant des décennies, peut-être que les archéologues, libérés des tyrans, la retrouveront et en souriront. On a mis le réacteur en mode transit puissance réduite, transportable sans danger, mais alimentant toujours une lampe à l'eau fixée à la nacelle doublée de plomb. Elle projeta un pâle éclat à travers la poussière, une étoile mouvante dans une Bethléem artificielle. Arnaud, les piles de l'appareil épuisées, brandit l'appareil comme une relique. La prochaine bobine, c'est la côte, dit-il, mi-question, mi-promesse. Johanna lui serra la main, le travail d'un archiviste, avait-elle appris, et d'accompagner l'histoire jusqu'à ce qu'elle écrive sa propre suite. Luisa fit rouler la palette de jeunes arbres feuilles roussies, racines assoiffées, mais vivantes. Elle murmura des noms d'espèces comme des prières, Populus nigra var betulifolia, Quercuilex, Cedru atlantica. Fernando enfonça le brise-roche de Santa Lucia dans le sol. Chaque arbre a besoin d'une graine de mémoire, dit-il. Ils ont marché. Au sommet de la colline effondrée, le cratère d'Éclipse fumait les fonds baptismaux d'une nouvelle légende. La fumée se mêlait à l'aube, et dans ce mélange, l'horizon donnait naissance à une couleur inédite depuis la mort de l'ancienne grille, une timide teinte rose dorée qui caressait à la fois les barres d'armature brisées et les douilles de balles perdues. Quelque part, des radios bon marché crépitaient de rumeurs, Valence venait d'allumer ses grues portuaires, le métro de Toulouse ronronnait à nouveau, des pirates pragois avaient détourné les projecteurs d'un stade de football pour écrire « Résister ». Des points lumineux, autrefois des points, ont commencé à se connecter en constellations non plus des cibles à bombarder, mais des étoiles traçant des itinéraires de navigation pour un espoir fugace. Lorsque les manifestants atteignirent un puits de ventilation donnant sur la mer, Fernando se retourna pour jeter un dernier coup d'œil au bas-fond dévasté de Barcelone. Les LED d'urgence clignotaient encore avec une cadence blessée, rouge puis noir, puis rouge, un morse souterrain qui n'avait rien de conventionnel, mais qui transmettait pourtant tout le nécessaire. Nous avons survécu à la nuit. Il expira, goûtant le fer, l'ozone et la possibilité. Puis il éteignit sa lampe frontale, confiant à l'unique ampoule au sommet de la nacelle le soin de les guider. Sa lumière était constante, faible, absurde face à l'immensité de l'ombre, mais parfaitement suffisante pour convaincre une centaine d'âmes de l'existence de l'avant.
Ils sont entrés dans l'aube.